L'étude de la fonction diastolique du ventricule gauche s'est longtemps limitée à une approche clinique et hémodynamique invasive. De nos jours, le développement de moyens d'investigation non invasifs comme la ventriculographie isotopique et l'échographie Doppler suscite un regain d'actualité. L'intérêt de telles explorations se porte en particulier sur l'étude de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée, qui représente environ 30% des tableaux de décompensation cardiaque. L'étude de la fonction diastolique présente également un intérêt certain dans la prise en charge des patients porteurs de myocardiopathie, afin de guider le traitement, et est également un facteur pronostic. Nous débuterons ce cours par un rappel sur la physiopathologie de la fonction diastolique et quelques définitions. Puis nous aborderons les différentes caractéristiques du flux de remplissage ventriculaire en Doppler, avec notamment les 3 profils hémodynamiques décrits par Appleton en Doppler transmitral et les modifications du flux veineux pulmonaire. Nous décrirons également les avantages des nouveaux paramètres écho-Doppler d'étude de la fonction diastolique, comme le DTI à l'anneau et la vitesse de propagation en TM couleur, qui permettent une approche de plus en plus fiable des pressions de remplissage. Enfin, nous donnerons quelques exemples de valeurs pronostiques des paramètres de fonction diastolique. Sur un plan physiologique, le cycle cardiaque se divise en 2 phases, la systole et la diastole. Ces 2 phases sont définies différemment suivant l'angle sous lequel elles sont appréhendées. Pour le clinicien, la systole débute dès la fermeture mitrale et se poursuit jusqu'à la fermeture des sigmoïdes aortiques, englobant la phase de contraction isovolumique et la phase d'éjection. Pour le physiologiste, avec notamment les travaux de Breutzart, la systole intègre les phases de relaxation isovolumique et de remplissage rapide, qui sont caractérisées par un recaptage actif du calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique. En définitive, au sens clinique, la diastole reste un phénomène très complexe avec 2 phases actives, la relaxation isovolumique en rapport avec la dissociation des ponts actine-myosine des myocytes, et le remplissage rapide, véritable phénomène de succion dû à la diminution rapide de la pression ventriculaire. Fait suite, en mésodiastole, une phase passive, le diastasis, ou remplissage lent, caractérisé par l'annulation du gradient de pression OG-VG. Le diastasis est directement soumis à la compliance du ventricule gauche. Enfin, le remplissage contemporain de la systole auriculaire, qui dépend à la fois des propriétés élastiques passives du ventricule gauche, mais également des propriétés mécaniques auriculaires actives. Cette phase contribue selon l'âge à 10 à 30% du remplissage ventriculaire total. Les 2 phénomènes de relaxation et de compliance ventriculaire sont étroitement intriqués. Les facteurs influençant l'un des 2 phénomènes modifient directement ou indirectement l'autre phénomène. Les anomalies de relaxation sont préférentiellement observées en cas de diminution du métabolisme énergétique par insuffisance coronaire ou atteinte de la microcirculation. Dans ces situations, elles précèdent généralement la dysfonction systolique. Les anomalies de relaxation sont présentes de façon physiologique chez le sujet âgé. Secondairement, les anomalies de la compliance apparaissent. Elles découlent d'une diminution des propriétés élastiques du ventricule gauche, nécrose, fibrose ou encore hypertrophie, et entraînent une augmentation des pressions de remplissage. L'élévation des pressions de remplissage est responsable d'un déplacement vers le haut et la gauche de la courbe pression-volume. L'échocardiographie Doppler permet également une estimation des pressions de remplissage du ventricule gauche. Sur un plan hémodynamique, les pressions de remplissage se dissocient en pression diastolique ventriculaire gauche pré-A et pression télédiastolique ventriculaire gauche. La pression diastolique ventriculaire gauche pré-A est la pression diastolique ventriculaire gauche avant la contribution auriculaire et correspond à la pression moyenne de l'oreillette gauche et à la pression capillaire pulmonaire moyenne. La pression télédiastolique ventriculaire gauche est la pression télédiastolique du ventricule gauche après l'onde A et est augmentée soit par élévation de la pression diastolique ventriculaire gauche pré-A, soit par élévation de l'onde A,
sur une pression diastolique ventriculaire gauche pré-A normale. Au final, chacun des paramètres que nous décrirons vise l'une ou l'autre phase de façon plus spécifique. L'analyse de la fonction diastolique débute par l'enregistrement du flux transmitral en Doppler pulsé sur une coupe apicale 4 cavités. Le volume d'échantillonnage est positionné à l'extrémité distale des feuillets mitraux, avec réglage des filtres au minimum, permettant la visualisation de ce flux avec une bonne définition de la totalité des contours. On enregistre ainsi un flux positif diastolique en forme de M, avec une première onde E qui correspond au remplissage ventriculaire rapide et une deuxième onde A, habituellement moins ample, correspondant au remplissage ventriculaire tardif par contraction de l'oreillette. Sur un plan hémodynamique, ce type de profil biphasique correspond au gradient de pression physiologique retrouvé entre l'OG et le VG en proto et télédiastole. Le flux mitral étant obtenu de manière correcte, il faut réaliser certaines mesures standards. Tout d'abord, les vélocités des ondes E et A sont mesurées. Puis il faut apprécier le temps de décélération de l'onde E, du sommet de l'onde E au point où la courbe croise la ligne 0. L'étude de la fonction diastolique se poursuit en Doppler continu ou pulsé, avec la mesure du temps de relaxation isovolumique ou TRIV. Sur une coupe apicale 5 cavités, en orientant le faisceau ultrasonore dans une direction intermédiaire entre l'orifice aortique et mitral, on recherche l'obtention simultanée des deux tracés. Le TRIV est alors l'intervalle séparant le clic de fermeture aortique et le pied de l'onde E. Nous rappelons ici les valeurs normales des différentes mesures chez l'adulte jeune. L'onde E possède une vélocité moyenne de 85 cm par seconde, l'onde A 60 cm par seconde. Le rapport E sur A est classiquement égal à 1,5. Le temps de décélération est calculé à 193 millisecondes. Et enfin, le TRIV est mesuré à 70 millisecondes. Au-delà de ces chiffres, il existe un certain nombre de variations physiologiques et pathologiques à connaître. Sur un plan technique, il faudra tout d'abord être vigilant sur l'orientation du faisceau ultrasonore et sur son alignement qui détermine l'angle d'attaque. De même, le positionnement de la fenêtre d'échantillonnage doit s'effectuer méticuleusement au niveau de l'entonnoir, le flux enregistré au niveau de l'anneau étant significativement diminué. Sur un plan physiologique, l'influence de l'âge sur le flux mitral est à connaître également. Les vélocités des ondes E et A tendent à s'inverser avec l'âge, liées à la contribution plus marquée de la systole auriculaire dans le remplissage ventriculaire. Sur un plan pathologique, les modifications de ces paramètres sont là aussi notables. Tout d'abord, la pathologie valvulaire, et en particulier les valvulopathies mitrales, rendent en général inexploitables ces paramètres d'étude de fonction diastolique. Les modifications de précharge, fréquentes dans de nombreuses pathologies, interviennent aussi sur le flux mitral. On imagine alors volontiers l'effet de certains médicaments comme la trinitrine ou autres vasodilatateurs, diurétiques ou tonicardiaques sur les profils de remplissage. Enfin, les troubles du rythme et de conduction influencent également les flux transmitraux, comme sur ce graphique comparant des sujets sains à des patients porteurs de blocs de branche gauche. Les anomalies de fonction diastolique ont été caractérisées sur le profil transmitral par Appleton, avec l'individualisation des 3 profils pathologiques en fonction de l'état hémodynamique, classification revisitée récemment. Le profil de type 1 correspond à une anomalie de relaxation caractérisée par une diminution de l'onde E, une augmentation de l'onde A par redistribution du flux en télédiastole, un temps de décélération et un TRIV allongé. Sur le plan hémodynamique, les pressions ventriculaires diastoliques sont encore normales ou peu élevées. Ce type de profil peut correspondre à un profil normal, notamment chez les sujets âgés, chez les patients tachycardes ou présentant des anomalies de conduction. Dans la majorité des cas, il faudra considérer ce type de profil comme relatif à une pression télédiastolique ventriculaire gauche basse,
surtout si la fraction d'éjection est inférieure à 45%. En cas de doute clinique ou de présence d'hypertension artérielle pulmonaire, a fortiori si la fraction d'éjection est normale ou s'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche, il faudra envisager l'utilisation d'autres paramètres pour confirmer ou infirmer l'élévation des pressions de remplissage. Le profil de type 3 correspond à un trouble de la compliance ventriculaire défini par une onde E anormalement ample, une petite onde A, un temps de décélération diminué en dessous de 150 millisecondes et un TRIV inférieur à 60 millisecondes. Cet aspect, dit hypernormal, témoigne d'un profil de remplissage de type restrictif ou constrictif, avec un deep plateau protomésodiastolique pouvant témoigner d'une élévation des pressions de remplissage en fonction de la fraction d'éjection. Si la fraction d'éjection est inférieure à 45%, un temps de décélération inférieur à 150 millisecondes signera des pressions de remplissage élevées, là où une valeur supérieure à 150 millisecondes ne fera que suspecter l'élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Il en sera de même devant une fraction d'éjection supérieure à 45% et un flux restrictif nécessitant l'utilisation de paramètres complémentaires. Ce profil peut être réversible sous traitement médical ou au contraire irréversible, fixé, de pronostic péjoratif, qui correspond dans la nouvelle classification au profil de type 4. Enfin, au cours de l'évolution d'une cardiopathie, la dégradation de la fonction diastolique d'un profil de type 1 vers le type 3 s'effectue par une normalisation du tracé, appelé profil de type 2 ou normalisé. Ce profil est caractérisé par des ondes E et A normales, un temps de décélération et un TRIV normaux. Sur un plan hémodynamique, il existe cependant une nette augmentation des pressions de remplissage. Cet aspect pseudo-normal est particulièrement piégeant, car faussement rassurant. Aussi, un aspect de flux transmitral normal chez un sujet âgé doit plutôt être interprété comme un flux normalisé. Ce tableau indique les valeurs de TRIV, de rapport E sur A et de temps de décélération à connaître en fonction du type de profil de remplissage. Comme nous venons de le voir, les profils transmitraux de type normal et normalisé sont identiques. Différentes méthodes échodoppler seront alors appliquées pour les différencier, s'appuyant sur le Doppler tissulaire, le flux veineux pulmonaire, la vitesse de propagation en TM couleur, la morphologie de l'oreillette gauche, la manœuvre de Valsalva ou encore l'échographie d'effort. La vitesse de déplacement de l'anneau mitral est un paramètre reflétant, au cours de la diastole, les conséquences de l'allongement des fibres myocardiques dans le plan longitudinal au niveau de l'anneau. L'acquisition du spectre Doppler s'effectue à partir d'une coupe apicale 4 cavités, en réduisant les filtres et les gains au minimum et en plaçant la fenêtre d'échantillonnage au niveau de l'anneau latéral ou septal. L'aspect normal de l'enregistrement DTI à l'anneau associe une onde systolique positive SA, suivie de deux ondes diastoliques EA et AA. Chez le sujet normal, l'onde EA est supérieure à 8 cm par seconde et le rapport EA sur AA est supérieur à 1. Le paramètre EA est peu dépendant de la précharge, inversement proportionnel à la constante de relaxation tau, et diminue en cas de trouble de la relaxation. Comme la vitesse de propagation, la mesure de l'onde EA permet de différencier le flux transmitral normal, avec une onde EA supérieure à 8 cm par seconde, d'un flux normalisé pour lequel l'onde EA sera significativement abaissée. De même, l'onde EA permet le diagnostic différentiel entre myocardiopathie restrictive où elle est abaissée et péricardite constrictive où elle est normale. En termes d'évaluation des pressions de remplissage, au-delà de la diminution progressive de l'onde EA,
C'est le rapport E sur EA qui est le mieux corrélé à la pression diastolique ventriculaire gauche pré-A. Pour un rapport E sur EA inférieur à 8, les pressions de remplissage sont à considérer comme normales. Au-delà de 15, comme significativement élevées. Mais entre ces deux bornes, le critère combiné ne permettra pas de conclure et nécessitera d'autres paramètres. Sur cette figure sont représentées les situations cliniques pour lesquelles le critère est valide et celles pour lesquelles il est invalidé, notamment en présence d'insuffisance mitrale sévère. Enfin, d'après les dernières recommandations américaines et européennes, l'application des seuils dépend du site d'enregistrement et principalement en cas de fraction d'éjection préservée. On retiendra tout particulièrement le seuil supérieur à 13 en cas de moyen-âge des valeurs septales et latérales. L'étude du flux veineux pulmonaire permet également de différencier le profil normal du profil pseudonormal. Elle est réalisée en échocardiographie transthoracique en incidence apicale 4 cavités, après avoir repéré en Doppler couleur l'abouchement d'une veine pulmonaire et en plaçant la fenêtre d'échantillonnage du Doppler pulsé 1 cm avant cet abouchement. Le flux veineux pulmonaire normal est triphasique, constitué d'une onde systolique antérograde positive S de l'ordre de 55 cm par seconde et d'ITV de l'ordre de 14 cm, puis d'une diastolique antérograde D de vitesse de l'ordre de 40 cm par seconde et d'ITV de 7 cm, et enfin une onde télédiastolique rétrograde négative A de 25 cm par seconde, témoignant d'un léger reflux lors de la systole auriculaire dans les veines pulmonaires. Les déterminants du flux veineux pulmonaire sont, pour l'onde S, la contribution de la relaxation auriculaire et l'abaissement du plancher mitral au moment de la systole ventriculaire. Pour l'onde D, la relaxation du ventricule gauche et les compliances auriculaires et ventriculaires. Pour l'onde A, la systole auriculaire et la compliance ventriculaire gauche. Sur un plan hémodynamique, il existe un parallélisme évident entre l'onde D pulmonaire et l'onde E mitrale. Et l'on constate chez le sujet normal que l'onde A mitrale est toujours plus ample et de durée plus grande que l'onde A pulmonaire. L'étude des relations entre flux veineux pulmonaire et flux mitral lors d'anomalies de la fonction diastolique permet les descriptions suivantes. Pour un profil de type 1 ou trouble de la relaxation, on observe une diminution de l'onde D, mais une onde A plus ample, expliquée par une redistribution télédiastolique du flux vers le ventricule gauche et les veines pulmonaires. Devant un profil de type 3 ou anomalie de la compliance, il existe une diminution de l'onde S à 25-30 cm par seconde aux dépens de l'onde D, qui augmente à 55-60 cm par seconde, un rapport des ITV S sur ITV S plus D inférieur à 40%, et une onde A peu modifiée en raison de la diminution de la contractilité auriculaire par élévation de la post-charge auriculaire. Enfin, pour le type 2 ou profil normalisé, l'onde S s'abaisse et surtout l'onde A pulmonaire est anormalement ample, à 35 cm par seconde, et de durée augmentée de façon significative, supérieure à la durée de l'onde A mitrale. Le flux veineux pulmonaire permet donc de distinguer un flux normal d'un flux de type normalisé en comparant les durées des ondes A mitrale et A pulmonaire. Quand la durée de l'onde A pulmonaire est supérieure à l'onde A mitrale, il s'agit d'un profil normalisé avec élévation de la pression télédiastolique, signant un trouble de la compliance. La faisabilité de la mesure de l'onde A pulmonaire varie de 40 à 90% selon les auteurs. Les sensibilités et spécificités de ce critère diagnostique sont résumées sur ce tableau. Concernant l'estimation des pressions de remplissage à partir du flux veineux pulmonaire, les recommandations américaines et européennes incitent à considérer 3 situations. La première, quand la différence entre les durées des ondes A pulmonaire et A mitrale est inférieure à 0 millisecondes, les pressions de remplissage sont à retenir comme basses. La deuxième, quand cette différence est supérieure à 30 millisecondes, les pressions de remplissage sont à considérer comme élevées,
Enfin, pour une différence entre 0 et 30 millisecondes, le niveau de pression de remplissage est douteux, nécessitant l'implémentation d'autres paramètres. L'étude de la vitesse de propagation en TM couleur permet d'affiner l'analyse de la fonction diastolique. La vitesse de propagation est un indice de relaxation qui analyse la phase de remplissage rapide au sein du ventricule gauche. Son obtention s'effectue après repérage du flux couleur en coupe apicale 4 cavités et alignement du curseur TM au centre de la cavité ventriculaire. La vitesse de défilement TM est réglée à 100 mm par seconde et la vitesse d'aliasing abaissée entre 50 et 75% de la vitesse de l'onde E mitrale afin de faire apparaître une zone d'aliasing protodiastolique. Le paramètre Vp correspond à la pente du premier aliasing entre le plan mitral et un point situé 4 cm plus loin dans le ventricule gauche. La valeur normale de Vp est supérieure à 45 cm par seconde chez l'adulte et supérieure à 55 cm par seconde chez le sujet jeune. La vitesse de propagation est inversement proportionnelle à la constante de relaxation τ. Contrairement aux paramètres issus du flux transmitral, la Vp est peu dépendante de la précharge. Elle permet ainsi de différencier le flux transmitral normal, avec une Vp supérieure à 45 cm par seconde, d'un flux normalisé pour lequel la Vp sera significativement abaissée. Également, la Vp est utile au diagnostic différentiel entre myocardiopathie restrictive, avec une Vp abaissée, et péricardite constrictive, où la Vp est normale. Pour l'estimation des pressions de remplissage, il s'agit encore d'un indice combiné s'appuyant sur cette vitesse de propagation Vp et sur l'onde E mitrale, qui est retenue en pratique quotidienne. D'après les recommandations américaines et européennes, les seuils généralement reconnus pour le rapport E sur Vp sont: pour des pressions de remplissage basses, un rapport E sur Vp inférieur à 1,5. Pour des pressions de remplissage élevées, un rapport E sur Vp supérieur à 2,5. Enfin, entre 1,5 et 2,5, il est encore une fois impossible de trancher. Cet algorithme simplifié, proposé par Bruno Gallet, résume l'utilisation des différents paramètres et leur interprétation progressive afin de s'approcher au plus près des pressions de remplissage. Un élément d'évaluation particulièrement important et intéressant dans cette approche de la fonction diastolique est celui de la morphologie de l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche est un véritable vase d'expansion, capable d'absorber les variations de pression et de volume en se dilatant. Ce phénomène est adaptatif et chronique, et de ce fait, le volume de l'oreillette gauche peut refléter le niveau chronique des pressions de remplissage, bien entendu en l'absence de valvulopathie mitrale significative ou de fibrillation auriculaire, ou autre cause d'atonie auriculaire. Il faut bien noter ici que cette morphologie de l'oreillette gauche nous donne un niveau chronique d'élévation des pressions de remplissage, et non pas aigu comme les autres paramètres précédemment décrits. La technique de mesure du volume de l'oreillette gauche s'appuie sur l'apicale des 4 et 2 cavités en utilisant la méthode Simpson-Biplan ou R sur longueur. On retiendra particulièrement la valeur de 32 ml par mètre carré comme indice d'élévation chronique des pressions de remplissage, mais également comme élément pronostic péjoratif. Connaissant les conséquences des variations de précharge sur le flux transmitral, Duménil a démontré l'intérêt de la manœuvre de Valsalva pour démasquer les anomalies de la fonction diastolique chez les patients coronariens ou hypertendus. En pratique, il faut demander aux patients d'effectuer une expiration à glotte fermée. Le profil normalisé se modifie alors en un profil de type trouble de la relaxation. Une autre méthode inspirée du même principe consiste à administrer de la trinitrine, qui de façon instantanée, en diminuant le remplissage ventriculaire, modifie un profil de type normalisé en un profil de type trouble de la relaxation caché jusqu'alors. Cependant, ces techniques peuvent être de réalisation et d'interprétation délicates.
Certains auteurs ont proposé l'échocardiographie d'effort pour permettre une meilleure approche des pressions de remplissage au repos, mais également à l'effort. D'après les auteurs, l'analyse du flux transmitral au cours d'une échocardiographie d'effort permet de démasquer une élévation des pressions de remplissage avec les modifications d'un flux de type 1 vers un type 2. En pratique, c'est une technique difficile à mettre en œuvre dans les mesures des ondes E et A, notamment dès que la fréquence cardiaque dépasse les 120 battements par minute. Il a été décrit dans la littérature la relation qui pouvait exister entre la présence d'une onde L mitrale, onde positive sur le flux transmitral, entre l'onde E et l'onde A, qui pouvait être un marqueur de flux pseudo-normal et prédicteur d'insuffisance cardiaque chez les patients avec hypertrophie ventriculaire gauche. Il faut noter tout de même que cette onde L peut être présente de façon physiologique en cas de bradycardie. Les limites de l'étude de la diastole par échographie Doppler sont respectivement l'âge, avec chez le sujet jeune une onde E ample, une petite onde A, un rapport E sur A supérieur à 2, un temps de décélération court, une onde D pulmonaire supérieure à l'onde S. Au contraire, chez le sujet âgé, un trouble de la relaxation typique et une diminution des paramètres VP et EA sont à noter. Retenons que chez le sujet âgé, un profil de type normal est anormal. La fonction systolique du ventricule gauche, quand elle est conservée, dégrade les corrélations entre les différents paramètres échodoppler et les pressions de remplissage, à l'exception du delta A mitral surpulmonaire et des indices combinés. La fibrillation auriculaire, pour laquelle seul le temps de décélération et le rapport E sur VP sont validés. Enfin, les valvulopathies régurgitantes, pour lesquelles le flux transmitral n'a plus de valeur, à l'opposé des indices combinés qui semblent valides. Nous rappelons ici l'intérêt pronostique de l'étude de la fonction diastolique par échodoppler. Cette étude de Rial montre la différence de survie entre 3 groupes de patients porteurs de myocardiopathie dilatée et plus spécifiquement entre ceux ayant une fraction d'éjection inférieure à 25% et un temps de décélération supérieur ou inférieur à 130 millisecondes. Il est par ailleurs admis que devant un rétrécissement aortique serré, un profil de type 3 révèle une pression capillaire supérieure à 15 mm de mercure, qui est associée à une mortalité post-opératoire significativement supérieure à un type 1. Enfin, il a été récemment démontré le caractère pronostique péjoratif d'un profil de type 3 irréversible, ou stade 4, chez des patients porteurs de myocardiopathie dilatée avec 87% de décès ou transplantation à 4 ans, contre 4% pour les stades 3 réversibles. L'échocardiographie Doppler permet une approche rapide, fiable, reproductible et non invasive de la fonction diastolique. Le flux transmitral associé aux différents paramètres comme l'onde EA en DTI, la vitesse de propagation, l'onde A pulmonaire et la morphologie de l'oreillette permettent l'estimation des pressions de remplissage en aigu et en chronique. Ces informations ont une conséquence immédiate dans la prise en charge des patients cardiaques, notamment ceux qui sont porteurs de cardiomyopathie dilatée sévère. Les paramètres de fonction diastolique permettent enfin un diagnostic précoce de myocardiopathie débutante, d'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée, de rejet de greffe, ainsi que le diagnostic différentiel entre hypertrophie physiologique du sportif et hypertrophie ventriculaire gauche pathologique, ou encore entre péricardite constrictive et myocardiopathie restrictive.